Bonjour à tous et bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans un nouveau numéro de PU Décrypte. Aujourd'hui, on va s'attarder sur l'adversaire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Le 31 mai prochain, ça arrive très très vite cette finale de Ligue des Champions que vous attendez tous, évidemment. Et aujourd'hui, on va s'attarder donc sur l'adversaire du Paris Saint-Germain, l'Inter Milan, et détailler sa saison. Est-ce que ce sera une finale de Ligue des Champions équilibrée? Pour m'accompagner, pour débriefer donc et analyser cette équipe de l'Inter Milan, monsieur Sacha Tavolieri, que évidemment vous connaissez dans le podcast Hors-jeu Capital, que vous avez déjà vu plusieurs fois, l'homme aux 130 000 abonnés sur X, spécialiste du mercato, journaliste connu, reconnu en Belgique et en France, commentateur pour Sky Sport en Suisse. Salut Sacha, merci d'être avec nous. Ça nous fait vraiment évidemment plaisir que tu sois avec nous. Je suis super content de te rejoindre. De retour sur Paris United, on en parlait en off, ça fait vraiment plaisir. Ça faisait un petit temps que c'était plus le cas, mais voilà, c'est la maison. Tu sais que je vous aime beaucoup. Donc on va bien s'amuser. Eh ben, c'est partagé par toute l'équipe de PU et aussi par ceux qui nous suivent parce qu'à chaque fois, il y a toujours beaucoup de commentaires positifs, évidemment, quand tu viens nous voir. Vous le savez, vous le connaissez sûrement, hein, je vous le représente, mais Sacha, c'est évidemment le spécialiste derrière Fabrizio Romano, peut-être même maintenant sur la même échelle, niveau info transfert, voilà, très très réputé pour ses infos fiables, évidemment. Sur le PSG aussi, tu as beaucoup d'infos, Sacha. Tu connais énormément de monde qui gravite autour du Paris Saint-Germain au sein du club. Et J'essaie. d'ailleurs, pour ceux qui regardent ce contenu, vous aurez quelques petites informations déjà sur le début du mercato. Ça commence tout doucement, hein, on est fin mai, mais ça démarre déjà en coulisses. Même s'il faudra attendre évidemment que la finale de Ligue des Champions soit passée pour que vraiment les choses sérieuses commencent. Mais sachant, on est d'accord, il y a déjà quelques petites infos qui se trament. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Paris Saint-Germain travaille vraiment dans l'anticipation. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de le développement de la structure Paris Saint-Germain et la façon dont ils ont décidé de donner les clés un petit peu à Luis Enrique, en fait, ils se sont un peu adaptés aussi à son modèle de fonctionnement. Et le sien, d'ailleurs, est beaucoup plus adapté au football européen et surtout à la façon dont les clubs, notamment dans lesquels lui était passé, donc l'AS Roma, le FC Barcelone, etc., travaillent. Et c'est des clubs qui mettent des dossiers en place à partir d'avril. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain sait à peu près sur quelle priorité il veut avancer dans les 2, 3 prochaines semaines, quoi. On en parlera en fin de podcast. On va revenir donc sur cette finale de Ligue des Champions. Et avant de s'attarder sur la finale, justement, revenir un petit peu sur le parcours de l'Inter. Sacha Ouais. qui a été quand même très très bon hein, avant d'affronter le Barça en demi. L'Inter, c'est quand même la meilleure défense de la compétition, qui n'avait encaissé que 4 buts. Il y a aussi en même temps ce qui est, je vais pas dire ce qui est un peu un parallèle, c'est aussi son championnat en Serie A, où on pensait que l'Inter allait remporter le Scudetto. Et puis Naples, petit à petit, est revenu dans la course. Et aujourd'hui, avant la dernière journée de championnat qui aura lieu demain, d'ailleurs, tu vas commenter le match de Naples, Ouais. Sacha, pour Napoli Sky Sport, Cagliari. Ouais. contre Cagliari. L'Inter, de son côté, affrontera le club de Cesc Fabregas, le club de Côme, hein, belle surprise du championnat en Serie A. Donc, ce ne sera pas simple pour les hommes de Simone Inzaghi. Mais c'est un peu le parallèle aussi, le paradoxe de cette saison, c'est qu'ils sont sur et le championnat qui n'est pas fini avant la dernière journée, contrairement au Paris Saint-Germain qui est déjà libéré de ça depuis plusieurs semaines. L'Inter est encore sur les deux tableaux à jouer. Oui, bien sûr. Alors, c'est très, très compliqué, évidemment, pour l'Inter de pouvoir déjà se projeter sur la Ligue des Champions. Vraiment, tant aujourd'hui, les yeux sont rivés sur le championnat, alors que le Paris Saint-Germain est déjà dans un modèle depuis plusieurs semaines maintenant de, 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 de vraie préparation, ne serait-ce que même dans la gestion des entraînements, la gestion des douleurs, la gestion des blessés, la manière dont physiquement on va ajuster l'intensité. C'est absolument pas la même chose du côté de l'Inter, où là, en fait, ils sont vraiment dans un day-to-day où en fait leur niveau de flux nerveux est quasiment le même que celui quelque part qui arrivera le 31 mai prochain à Munich. Donc c'est déjà une équipe qui est sous tension, qui vit sous tension, et encore plus lorsqu'ils ont évidemment, pour moi, raté la montre en or le week-end prochain, passant à 2 reprises du statut de leader à celui de dauphin pendant le match contre la Lazio, et où là on a peut-être aussi perdu, je dirais, le titre dans ce match où, entre les cadeaux, les décisions arbitrales un petit peu discutables et puis les erreurs aussi défensives de l'Inter, on a vu aussi que cette équipe, elle avait des failles et que quelque part, malgré l'expérience qu'il peut y avoir dans ce collectif, bah, il y a quand même encore parfois des joueurs qui un petit peu peuvent être excellents à certains égards et un petit peu perdre leur lucidité à d'autres.
bah, voilà, qui peuvent aussi être des maillons faibles en vue de cette rencontre face au PSG, donc le 31 mai prochain. Justement, pour détailler un petit peu le parcours de l'Inter, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, mais c'est pour ça Ouais. qu'on en parle aussi. L'Inter avait fini quatrième en saison régulière, en battant notamment des équipes comme Arsenal, avait tenu en échec Manchester City, avait battu le RB Leipzig par exemple, Monaco, on se rappelle, une défaite 3-0 hein, dans la dernière journée. Et puis ensuite, Sacha, petit à petit, s'est monté step by step avec Feyenoord Rotterdam en huitième, le Bayern en quart de finale et la demi, parce qu'on parle du parcours du Paris Saint-Germain qui a été difficile. Hein. Paris a dû battre des grosses cylindrées, évidemment. Liverpool qui était la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là, dans la saison. Mais l'Inter aussi a eu un parcours qui est monté crescendo et qui n'a pas été simple non plus. Ils ont bataillé pour passer, par exemple, le Bayern. Oui, c'était très compliqué. C'était un match en plus de ça qu'ils ont encore une fois travaillé d'une main de maître. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, l'Inter, c'est un petit peu le grand point commun avec le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe d'un coach, c'est l'équipe d'un système, c'est l'équipe d'une identité, c'est celle de Simone Inzaghi. Donc aujourd'hui, c'est à chaque fois à travers les joueurs, c'est l'utilisation des joueurs tels, alors c'est peut-être un peu péjoratif de le dire comme ça, mais des pions, des soldats qui vont à un moment donné réagir à un système, à toute une préparation. Il n'y a pas à un moment donné un électron libre qui, de par le système de jeu de l'entraîneur, va pouvoir à un moment donné faire une différence. Et je pense que c'est aussi ce qui va être problématique au regard de la finale. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce pourquoi je le dis depuis des semaines. Et voilà, j'ai une émission en télé en Belgique qui s'appelle Bonsoir le foot, où en fait on fait souvent des points réguliers sur qui va gagner la Ligue des Champions. Et moi, mon avis n'a pas changé d'un iota depuis 2-3 mois. Le Paris Saint-Germain va la gagner. Et j'en ai conscience, alors que personnellement, l'Inter, non seulement c'est une équipe que je suis chaque saison, mais en plus de ça, c'est une équipe que j'apprécie depuis que j'ai 6 ans. Donc je connais ses failles, je sais où est-ce qu'elle peut justement être friable, etc. Et à un moment donné, je pense que c'est mental, en fait. Que mentalement, c'est une équipe qui a toujours joué sur le fil. Et le côté sur le fil, dans le déséquilibre à chaque fois, je veux dire, tu ne peux pas le tenir indéfiniment. Alors, est-ce qu'ils vont réussir justement à contrecarrer les plans du PSG en finale? Ça, on en parlera. Mais la réalité, c'est que ce Paris Saint-Germain-là, face à cet Inter-là, et quand on regarde le parcours de l'Inter, parce que tu parles du Bayern, bien évidemment, mais souvent, il y a eu des équipes qui ont le même format que celui du PSG qu'ils ont affronté en aller-retour et ils savaient gérer parce qu'ils avaient mis en place un plan qui se déroulait en deux parties. Il y avait le scénario 1 à l'aller et le scénario 2 au retour. Ça a été étudié et préparé en amont. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à mener justement leur barque et à gagner contre ces équipes-là. Parce qu'ils avaient étudié les failles et ils savaient à un moment donné, sur quel axe prendre sur l'aller comme sur le retour les équipes. Et l'analyse qui va être celle d'Inzaghi sera totalement différente sur un match unique. Et je pense que c'est ça où, à un moment donné, le bas va blesser parce que euh, l'aspect méthodique, l'aspect préparé, la manière dont les joueurs vont suivre à la lettre les consignes tactiques, etc., de Simone Inzaghi, à un moment donné, dans ce type de finale, en fait, c'est pas possible de le faire. Tu vois, il y a un moment donné où la finale laisse aussi place à une zone d'incontrôle. Et la grande force de Simone Inzaghi, c'est la manière dont il arrive à contrôler les gestes, les mouvements, les humeurs et les efficacités de ses joueurs. Et la finale ne laissera pas place à ça. À un moment donné, il va y avoir de l'intangible, de l'improbable, et il va falloir à un moment donné être un petit peu dans la créativité et l'improvisation. Et l'Inter Milan se perd dans l'improvisation cette saison. L'Inter Milan, quand elle tente de jouer autrement ou de réagir d'une certaine manière par la créativité de ses joueurs, déjouent. Ils ne parviennent pas en fait à sortir. Et à chaque fois que l'Inter a fait des grandes performances, donc le Bayern Munich en Ligue des Champions en l'occurrence et le Barça, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait à chaque fois une forme de lucidité qui sortait à chaque fois des rencontres. Et surtout cette zone de contrôle que Simone Inzaghi mettait en place. À titre personnel, oui, d'accord, il y a une magie qui se passe sur le but de Acherbi à la dernière seconde, mais ça, c'est l'exceptionnel dont on ne peut tirer un bilan général, tu comprends? C'est-à-dire qu'on peut Mmh. aller du particulier vers le général, mais la réalité, c'est que là, c'est vraiment un moment, un fait, une magie à domicile, dans un moment particulier,
l'Inter ne pourra pas remettre le couvert et refaire ce truc-là tout le temps. Pourquoi? Parce que l'équipe n'est pas la même et parce que surtout, la manière dont on va appréhender une finale n'est pas la même que la façon dont on va appréhender la demi. Donc aujourd'hui, cette Inter, elle est solide, elle est forte, elle est capable de faire le dos rond, elle est capable de souffrir, elle sait se mettre en mode justement tortue, mais elle a aussi des limites. Et cette saison, on l'a vu, en fait, dans la créativité de ses joueurs, à un moment donné, c'est compliqué quand on n'est pas dans le même modèle. C'est-à-dire qu'il y a une configuration à l'Inter qui est ultra efficace, qui est celle de la récupération du ballon projeté sur le latéral va très très vite, dépasse à un moment donné par sa vitesse le défenseur, remise dans l'axe, et derrière, c'est but par le biais de Lautaro Martinez et Marcus Thuram. C'est un geste qui arrive tout le temps. C'est-à-dire que cette phase de jeu, elle est arrivée chaque saison avec chaque adversaire, et que ce soit en Ligue des Champions, en Coppa d'Italia ou alors en Serie A. Je veux dire, à un moment donné, ça a une fin. Si tu vas avoir un problème lié à ça, si tu continues tout le temps comme ça, tu vas savoir jouer contre ça. Surtout dans le chef de Luis Enrique, qui a quand même des défenseurs latéraux qui sont tout aussi rapides que ceux de l'Inter. Donc voilà, moi je pense que cette Inter, elle a atteint son maximum cette saison, qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, qu'elle est montée en puissance, mais qu'à un moment donné, les joueurs sont éreintés en fait. Donc physiquement, je pense qu'il y aura un problème. Toi qui commentes justement, donc tu as commenté l'Inter souvent cette saison pour Sky Sport, c'est vrai que tu dirais que si Paris a quelque chose à travailler, et je pense qu'évidemment Luis Enrique et ses agents l'ont vu, c'est bloquer les latéraux, les pistons que sont Dumfries et Di Marco, qui sont clairement les gros points forts de l'Inter, avec voilà, ces contre-attaquants qui voilà, apportent sans arrêt le surnom, mais on l'a vu, Dumfries a été hyper important, en plus il revenait de blessure, hein, contre le Barça à l'aller et au retour. Et donc, s'il y a quelque chose vraiment à bloquer, parce que de ce que je comprends, de ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a un manque de créativité parfois dans le jeu, que c'est un peu stéréotypé, et que s'il n'y a pas un scénario, en gros, que l'Inter maîtrise, ça peut un peu les perturber si Paris, par exemple, leur met un pressing tout terrain pendant 10-15 minutes dès le début du match et que l'Inter n'a pas prévu ce scénario-là, quoi. Oui, mais je vais te prendre l'exemple tout simple du week-end dernier, le match que j'ai commenté, donc Inter-Lazio. Il y a un manque de Rappelle, hein, créativité. de partout entre les deux formations. L'Inter a mené 2-1 et s'est fait rejoindre par un penalty de Pedro dans les dernières secondes dans le temps additionnel. C'est clair. Et donc, du coup, il y a toujours une bouée de sauvetage. Et la bouée de sauvetage, elle s'appelle phase arrêtée. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'Inter, à un moment donné, n'arrive plus à trouver les solutions dans le jeu, se pose des questions, tente des choses parfois un peu ubuesques. Tu vois, Barella, à 28 ans, c'est certainement un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais parfois, il fait des trucs où tu as l'impression qu'il est en train de jouer au beach soccer avec ses copains, où il dégage des ballons n'importe comment. Enfin, c'est assez ubuesque. Mais très honnêtement, la question des latéraux, oui, bien sûr, elle est importante parce que ça passe par le milieu de terrain. Donc, la capacité de projection de l'Inter est vraiment son point fort. Derrière son efficacité, elle est létale. Mais si tu lui enlèves à un moment donné ce système de jeu-là, ou plutôt ce type d'animation-là, il ne lui reste que les phases arrêtées pour pouvoir marquer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit travailler du côté de Luis Enrique? La manière dont on va empêcher les phases arrêtées d'être le plus proche possible du gardien, compter sur Donnarumma évidemment, et puis bien évidemment avoir une maîtrise totale du ballon dans le cœur du jeu pour empêcher l'Inter de récupérer. Parce que l'Inter, à un moment donné, a aussi tendance à vouloir travailler sur un modèle que moi j'appelle le modèle du serpent. C'est-à-dire que il démarre le match en étant dans un tempo relativement lent et ils font mine d'avoir un faux rythme qui est un rythme beaucoup plus de gestion de rencontre, comme si en fait ils menaient, mais ils mènent pas à ce moment-là, c'est 0-0. Et donc en fait ils tâtonnent un peu et en fait ils essayent de tout simplement ouvrir les espaces possibles chez l'adversaire et dès qu'ils sentent que l'adversaire s'est un petit peu accommodé à ce rythme-là, qui est un rythme un peu lancinant et qui est un peu voilà, de sénateurs, on peut le dire, tout de suite, derrière, ils changent le rythme et ils accélèrent. Ça, c'est la grosse qualité de l'Inter en possession. Mais en possession, l'Inter ne sera pas face au Paris Saint-Germain. Non, J'ose ils vont espérer. leur laisser le ballon. De toute façon, Paris aura le Voilà. ballon. On va finalement en parler après de la finale, mais oui, c'est pas leur marque de Donc, fabrique. On l'a vu contre le Barça, c'était beaucoup de contre-attaques. Dès que tu récupérais le ballon, hop, tu lançais les deux pistons. Et puis ensuite, tu avais beaucoup de centres, évidemment. Avec l'Inter, ça centre énormément. Et puis, tu as un mec redoutable devant, il faudra en parler, Lautaro Martinez, qui est un tueur devant le but.
Oui, mais tu n'as aucune autre possibilité que les centres de... Regarde les dernières rencontres où l'Inter est en difficulté, elles passent à chaque fois, non pas sur le côté gauche, parce que je pense que le côté gauche, à un moment donné, cette saison, fin de saison, c'est très compliqué parce que Federico Di Marco est vraiment épuisé et il n'a pas le même impact qu'en début de saison. C'est tout le temps à droite, c'est tout le temps Dumfries. Et ce qu'il cherche, en fait, c'est la combinaison Dumfries-Marcus Thuram. C'est les deux seuls maillons qui peuvent, à un moment donné, orienter la chose. Donc le travail de Luis Enrique sur les 2 dernières semaines dans l'analyse de l'Inter, c'est comment on fait pour empêcher ces deux joueurs de combiner et d'arriver à quelque chose. C'est vraiment ça, en fait, qui va faire que dans le jeu, l'Inter va y aller. Mais c'est pas ce que j'appelle de la créativité, de l'instinctivité, de l'improvisation. Le Paris Saint-Germain claque des doigts et change un système, change une animation, change tout sur un crochet court. Et il n'y a plus rien qui existe en termes d'organisation de l'adversaire, tu vois. Ça, l'Inter n'en est absolument pas capable. Et on sait que même s'ils ont cet aspect résilience où ils vont se battre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, les armes qui seront les leurs, ce seront les mêmes. Donc, il n'y a pas grand-chose, en fait, vraiment fondamentalement comme nouveauté. Et c'est pour moi la raison pour laquelle je pense que le Paris Saint-Germain va arriver mieux préparé. Et quand on est mieux préparé en football dans un match d'une telle intensité, en général, on gagne. Voilà. Il y a beaucoup de commentaires aussi, Sacha, sur cette finale de gens qui disent mais l'Inter a l'habitude de ces grands rendez-vous. Elle était en finale encore de Ligue des Champions il y a 2 ans, cette finale perdue contre Manchester City en 2023, 1-0. Mais à des joueurs d'expérience, des tauliers qui savent gérer la pression et que Paris a une équipe jeune en face qui, pour beaucoup, n'ont pas connu de finale de Ligue des Champions. Voilà, ce sont des très jeunes joueurs et que ça pourrait faire la différence. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce parallèle sur l'expérience qu'a l'Inter, que n'a pas le PSG à ce niveau-là de la compétition? Oui, c'est vrai que l'expérience peut faire la différence. Je comprends l'argument, mais dans la manière dont ça s'explique, dans le jeu, dans la façon de le faire, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi l'expérience d'un Marquinhos, tu vois, qui a galéré, etc. Je veux dire, le Paris Saint-Germain a aussi des mecs qui sont très expérimentés, qui ont vécu des choses dramatiques en Ligue des Champions et qui ont à un moment donné une revanche à prendre par rapport à ça. Euh, L'Inter a quelque part. Attends, pardon. Voilà, désolé, j'ai mon téléphone Voilà, qui sonnait. y a pas de Je dirais, souci. je vais éteindre Ça chauffe, l'application c'est WhatsApp. le mercato, ça, Sacha. Le téléphone, il chauffe. C'est ça, en plus, c'est un directeur sportif qui m'appelait. Donc, je te disais, l'Inter a le même syndrome que celui du Paris Saint-Germain à ce niveau-là. La finale perdue à Istanbul en 2023 face à Manchester City. Donc, ce que le Paris Saint-Germain a vécu comme drame, entre guillemets, avec la finale du Final 8, eh bien, l'Inter l'a vécu également. 1-0, défaite sur le même score. Et puis aussi, on peut le dire, une défaite qui s'est jouée sur un détail, sur une action de jeu. En fait, au final, il y a une personne qui fait un mauvais placement défensif. Du côté du Paris Saint-Germain, tu me diras qui c'est parce que je m'en souviens plus, mais du côté de l'Inter, c'est Federico Di Marco qui fait une erreur de placement, qui permet en fait la frappe de Rodri et derrière ses buts. Donc, c'est des détails sur lesquels les deux équipes ont failli. Donc maintenant, ils vont toutes les deux travailler. En fait, l'expérience de l'âge, ça ne joue pas. C'est l'expérience du vécu du moment qu'on va passer qui compte. Donc selon moi, l'argument de dire il y en a qui ont 35 ans et qui donc forcément savent mieux gérer, c'est pas vrai. Ils joueront avec peut-être moins de peur, moins d'antise, mais à partir du moment où le Paris Saint-Germain a des joueurs comme Désiré Doué, qui à chaque fois qu'ils prennent le ballon, on a l'impression qu'il est dans un agora, il fait un five avec des potes, de quoi tu me parles de pression en fait? De quoi tu me parles d'expérience? Il y a des mecs qui ont juste un niveau au-dessus et qu'en termes d'individualité, il y a beaucoup plus de solutions à trouver du côté du Paris Saint-Germain que du côté de l'Inter où on est bridé. C'est-à-dire qu'à l'Inter, à un moment donné, après 70 minutes, après 75 minutes, il n'y a pas d'autre solution. Tu sais qui tu vas faire rentrer et tu sais qui tu vas faire sortir. Ton système de jeu, tu ne vas pas le changer. Donc l'instinctivité, encore une fois, des joueurs du PSG va pouvoir faire la différence. Plus l'improvisation qui sera celle du coaching de Luis Enrique, qui peut très bien dire, bon, bah, finalement, toi, tu viens faux neuf, toi, tu descends 10. Il Bah, y a un c'est banc, ça, à un moment donné, qui va faire la différence. c'est vrai que Sacha, et c'est ce que apprécient les suiveurs du club cette année, les supporters, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité dans le jeu du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que c'est pas linéaire, on ne joue pas forcément comme les saisons précédentes sur Kylian Mbappé, où on sait que la lumière ne peut passer que par lui. Là, il y a une telle variété dans le jeu avec beaucoup de joueurs avec des caractéristiques différentes. Kvaratskhelia qui est un travailleur énorme défensivement et puis aussi qui a une
lumière dans les pieds quand il se met à dribbler et qui peut aller percuter, même s'il y a deux, trois joueurs devant lui accélérés. Ousmane Dembélé, qui est très très dur à prendre parce qu'il peut tirer pied gauche, pied droit, et qui maintenant en plus a cet instinct de buteur avec cette saison remarquable en termes de stats qu'il n'a jamais fait dans sa carrière. Désiré Doué qui est vraiment la révélation cette saison. C'est vrai que quel joueur, toi, de ton regard de journaliste, commentateur, quel joueur t'impressionne le plus dans ce Paris Saint-Germain version Luis Enrique? Moi, c'est Kvichak Kvaratskhelia. Je suis amoureux de ce joueur parce que je trouve que il est tellement complet. Il est tellement tout ce qu'on rêve d'avoir quand on est un joueur de foot. En fait, c'est quelque part le joueur de foot parfait que tout joueur de FIFA, tu vois, par exemple, de jeux vidéo, adorerait avoir. Pourquoi? Parce qu'il s'épuise jamais, que tu peux le faire revenir dans toutes les situations possibles au niveau défensif et qu'à chaque fois, il te trouve une solution et une énergie. Il a à chaque fois ce qu'on appelle le double moteur supplémentaire pour faire une différence offensivement. Je n'arrive pas à comprendre comment il arrive à être aussi complet physiquement et il arrive à s'adapter comme ça au football aussi Ouais, bien. Il y a une intelligence, une sorte d'apprentissage continuel, une humilité. Il y a chez lui tout ce que j'aime chez le joueur de foot. C'est-à-dire que parfois, il me rappelle des joueurs ultra techniques qui font des différences qu'on connaît, mais parfois, il me rappelle aussi Ricardo Caca. Et parfois, je me dis, on dirait que c'est un latéral, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il a tout. Il a tout. Il a la patte, la justesse, le dosage, il a le sang-froid. Et en plus de ça, il a tout ce que le football moderne attend. Donc, l'athlétisation, les gestes techniques, la manière dont il s'imbrique avec le collectif. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on fait pour être aussi extraordinaire et s'adapter de manière aussi extraordinaire. C'est pour ça que c'était la seule vraie priorité de Luis Enrique en janvier. Luis Enrique n'a pas demandé tous les joueurs dont on a parlé. J'en avais parlé sur Sky Sport. J'avais expliqué. Lui, il n'a voulu que Kvaratskhelia parce qu'il sait que c'est la clé du système offensif, c'est la clé du schéma. Sans lui, tu n'as pas toute la liberté pour les autres. Le mec, c'est un putain de porteur de bidon qui va en plus de ça finir l'étape, qui va aller chercher le maillot de grimpeur et qui peut-être même va aller gagner en face à face sur les 500 derniers mètres de 15% de dénivelé dans le duel sur le haut du Mont Ventoux. Il est fou en fait. Il est complètement fou. Moi, je suis fan de ce joueur. Et tu t'attendais à ce que, parce que c'est vrai que son aventure avec Naples, je vais pas dire c'est mal terminé, mais c'était un peu plus compliqué la dernière saison. Tout le monde disait bon, est-ce qu'il a pas baissé un peu de régime, est-ce qu'il a pas été en sur-régime même avant une saison, rapidement avant de repasser sur Inter, le PSG, la finale, mais t'as été quand même surpris qu'il s'adapte aussi vite. Alors il y a eu des premiers matchs, hein, il fallait qu'il s'adapte physiquement. Je sais que tu suis aussi les matchs du Paris Saint-Germain, donc tu les regardes, donc tu as vu, mais c'est vrai qu'il est rentré très vite dans le 11 titulaire sans que personne ne remette en cause sa présence dans le 11 alors qu'il est arrivé en janvier. Oui, c'est clair. Bah, je les commente aussi, donc j'ai eu l'occasion de commenter bon nombre de matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Et effectivement, c'est véritablement l'apport qu'il a supplémentaire qui justifie sa titularisation directe. C'est-à-dire qu'aucun joueur offensif du Paris Saint-Germain n'est capable de faire ce type de repli défensif, ce type d'effort pour le partenaire, et la manière dont il se rend disponible pour justement ses partenaires en ne faisant jamais preuve d'égoïsme, c'est ça qui fait son unicité. C'est ça qui fait que Luis Enrique ne peut pas faire autrement que de le titulariser et c'est ça qui fait que ses coéquipiers ne vont pas geindre. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ce que lui fait sur un terrain au Paris Saint-Germain, en tout cas dans ce groupe. Et c'est pour ça qu'il s'est très vite adapté. Et surtout, c'est exactement le joueur dont l'animation de Lucho avait besoin. Il était en quête de ça. Il y avait à chaque fois des déséquilibres d'un point de vue offensif sur la première partie de saison où tu te disais, oui, mais le Paris Saint-Germain peut très très bien marquer 3 buts, ils vont peut-être en encaisser 4. Parce que il y avait tellement de propulsion offensive et à chaque fois des velléités où tu te dis, il y a un problème de positionnement au niveau du latéral. À chaque fois, ils pensent qu'ils sont tellement forts qu'à un moment donné, ils vont se faire surprendre parce qu'ils avaient une forme en première partie de saison, je trouve, le Paris Saint-Germain, de manque d'humilité dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y avait un truc de quoi qu'il arrive, on peut jouer plus haut que tout le monde, on peut jouer dans la deuxième partie de l'adversaire parce que on va de toute façon savoir gérer et on va être buteur. Donc, tu avais parfois un Nuno Mendes à 150 mètres de ses buts. C'est pas possible en fait, tu vois. Et le fait d'avoir eu un mec
qui a montré l'exemple à tout le monde en deuxième partie de saison en disant non, non, mais ok, on va monter, mais on va tout de suite redescendre parce qu'on est, entre guillemets, les soldats du système. En fait, ça a donné aux autres, c'est pour ça que Luis Enrique l'a mis titulaire, parce qu'il a montré aux autres comment il fallait faire. Et en faisant ça, les autres ont appliqué la méthode et c'est comme ça que l'équipe est devenue meilleure. C'est pour ça que je te parle de la clé du schéma. Parce que le joueur, de par sa discipline à lui, son côté complet, etc., va donner à voir ce qu'il faut faire et les autres joueurs, puisqu'ils veulent à un moment donné s'accommoder de ça, qu'il est quand même arrivé dans un statut relativement de star avec 80 millions d'euros sur le dos, ils se sont eux aussi mis au pas. Tu comprends? C'est-à-dire que le joueur a montré l'exemple aux autres joueurs, ce qui a permis à Luis Enrique de légitimer ses jeux de position et également son système et à chaque fois dans ses causeries, le plan de jeu qu'il veut mettre en place à chaque match. C'est comme ça pour moi que Kvaratskhelia est devenu le meilleur joueur du PSG actuellement. Pour revenir sur cette finale, Sacha, après ce que tu nous as dit, donc sur les failles un petit peu, les forces de l'Inter, est-ce que du coup, tu penses que toi, le Paris Saint-Germain va s'imposer dans cette finale le 31 mai prochain? Donc, tu dirais pas équilibré, parce que beaucoup pensent que c'est équilibré par rapport au parcours des équipes, à la volonté, enfin, au fait que l'Inter ait une capacité quand même à revenir dans le match. Enfin, on a vu contre le Barça, enfin, c'était fou quand même de revenir face à ce Barça-là, considéré après l'élimination de Liverpool peut-être comme le favori de la Ligue des Champions par rapport à ce que fait l'équipe d'Hansi Flick qui certes encaisse beaucoup de buts mais en marque aussi énormément, avec un Lamine Yamal qui est considéré maintenant par certains limites comme le meilleur joueur du monde actuellement. Elle a quand même montré des vertus qui peuvent, alors c'était sur un match aller-retour, tu vas me dire peut-être, sur une finale en 90 minutes où parfois le jeu est un peu à mettre de côté, tu penses que le Paris Saint-Germain peut faire la différence facilement? En fait, le Paris Saint-Germain ne fera pas la différence facilement. Ça, il faut l'exclure. Par contre, le Paris Saint-Germain va, si l'Inter continue son système actuel, prendre le pas sur le match à un moment donné ou l'autre. Et là, c'est comment est-ce que tu réponds? Est-ce que l'Inter va devenir Newcastle dans le match? Est-ce que l'Inter va devenir Aston Villa dans le match? Est-ce que l'Inter va devenir l'Arsenal de la première partie de la phase de groupe dans le match? Est-ce que l'Inter va à un moment donné casser du mollet dans le milieu de terrain? C'est ça qui va faire que le Paris Saint-Germain va ou pas gagner facilement la finale. Aujourd'hui, l'Inter a tout à fait la capacité d'aller chercher une différence. Mais l'Inter va devoir jouer beaucoup plus agressivement que ce qu'ils ne le font, arrêter de jouer dans une fausse gestion lancinante comme ils peuvent le faire parfois en Serie A, ce qui moi me fatigue parce que c'est une forme du côté hautain qui n'est pas du tout l'âme ni l'identité interiste. Et puis, est-ce que l'Inter va savoir utiliser les seules occasions qu'elle va avoir, parce que l'Inter en aura 4 ou 3 maximum dans le match, pour pouvoir en mettre un ou deux. Et au moment où lesquels ils vont mettre le 1 ou le 2, c'est tout. Si ça arrive, alors l'Inter pourra gagner. Tout le reste des possibilités, elles sont offertes au Paris Saint-Germain. Donc tout le reste, c'est pour le PSG. Donc là, j'ai donné 2 cas de figure, l'agressivité, le reste, c'est pour le PSG. Donc, pour moi, ce n'est pas équitable. Pour moi, le Paris Saint-Germain va gagner cette finale. Aussi simplement que ça, parce qu'ils ont beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de choses à mettre en place et de manière de contrecarrer le système qui est celui de Simone Inzaghi. Je ne Et peux pas te donc, dire qu'on les ouais. manger, je ne vais pas dire qu'ils vont gagner 4-0, mais je pense que honnêtement, à chaque faille et à un moment donné où, par exemple, l'Inter fera le dos rond, tu vas avoir le petit crochet court qui fait la différence dans le micro-espace, comme on a pu l'avoir avec un Désiré Doué à Liverpool. Tu vas avoir un Kvaratskhelia qui va aller à un moment donné faire le travail, le double rideau défensif sur Denzel Dumfries pour empêcher justement que ne se passent les centres qui ont donné lieu à des buts face au Barça à l'aller au retour en demi-finale de Ligue des Champions. Tu vas avoir un gars comme Joao Neves qui va aller clairement à la bagarre physique avec un mec comme Mkhitaryan qui se cache du duel depuis le début de saison. Il se cache, il se met toujours en épouvantail et derrière, il assume la transition pour aller directement jouer la profondeur. Mkhitaryan, sa moyenne, c'est une passe en touche. Il touche la balle une fois pour pouvoir relancer à chaque fois. Donc en gros, dès qu'il a le ballon, son premier réflexe, c'est tout de suite de jouer très vite. Donc en gros, ce que je pense, c'est que l'Inter peut se faire rattraper par une forme de précipitation durant la rencontre et que le PSG reprenne complètement la mesure du match
pour pouvoir dicter son rythme à elle. Voilà, la différence, c'est qu'il faudra faire attention aux phases arrêtées parce que l'Inter est extrêmement redoutable dans les phases arrêtées et que tu Et peux perdre le Paris, match. c'est un défaut, hein. Pour Paris, c'est un défaut cette année. Les coups de pied arrêtés, on l'a vu contre Arsenal, ils ont été en difficulté. Alors, ils ont de la chance d'avoir maintenant un Didio Donnarumma qui sort beaucoup plus de ses cages. Et pour en avoir parlé avec un spécialiste, Christophe Lolichon, qui est consultant pour Canal+, qui est entraîneur des gardiens aussi à Dunkerque en Ligue 2, mais que j'ai croisé à Canal récemment, il m'a quand même dit qu'il avait quand même progressé dans le domaine aérien. Là où Sommer, lui, parfois, va plutôt y aller avec les gants, Donnarumma, depuis qu'il a eu son coup avec sa blessure à la joue contre Monaco, a moins peur d'aller dans les duels, aller mettre les points, aller au duel avec certains joueurs. On l'a vu contre Liverpool, on l'a vu contre Aston Villa, contre Arsenal, où c'était chaud, hein, au parc. Il y a eu beaucoup de longues touches de Thomas Partey. Et c'est vrai que ça pourrait être un avantage, Sacha, d'avoir Donnarumma qui enfin sort avec ses plus de 2 mètres d'envergure, de taille, pardon, peut voilà, aller boxer des ballons de temps en temps quand c'est un peu chaud, quoi. Absolument, absolument. Et la forme des deux gardiens sera évidemment prépondérante parce que autant tu peux Sommer, parler de. Ouais, ouais. voilà. Tu parles de Tu peux nous Donnarumma, parler il de faut Sommer, hein, qui a fait des arrêts contre le Barça pas. stratosphériques. Il est clairement l'homme qui sauve l'Inter à de nombreuses reprises. Parce qu'on a parlé de l'expérience de la défense, en l'occurrence à Cherby. On a parlé des velléités offensives et la manière dont arrivait, par exemple, à chaque fois créer le surnombre à un joueur comme Bastoni. On a parlé aussi de la vitesse et le côté imprévisible que peut avoir Yann Bissek, mais ce côté imprévisible, il a aussi des vrais travers. Et le travers de l'Inter, c'est qu'à un moment donné, ils perdent le fil et ils sont trop dans le jeu 100%, tu vois, dans le football total, sans réflexion. Et parfois, c'est trop, en fait. Ils réfléchissent très bien, ils sont très bien préparés, mais parfois, ils vont trop dans la bagarre pour la bagarre. Le PSG a un côté très réflexion pendant qu'ils jouent au football. Donc, ils jouent et réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Parfois, l'Inter se perd un peu dans ça quand il y a trop d'intensité et qu'il y a trop d'adrénaline dans le match. Donc, ça aussi, c'est aussi une vraie clé qu'il faudra pouvoir utiliser. Mais quand on parle de Yann Sommer, il est la personne qui parvient à combler ces erreurs-là à chaque fois. Donc, à chaque match, tu as un arrêt décisif de la part de Yann Sommer. Rien que le week-end passé, je crois qu'il y a un duel avec Tati Castellanos. Il part face au but et Yann Sommer fait une parade extraordinaire. Il t'en sort une dans le match, mais c'est celle qu'il faut en fait. C'est pas du tout un gardien qui va être grandiloquent, va faire du cinéma, qu'on va voir crier. C'est pas un Emiliano Martinez, Mm. c'est pas un showman, mais c'est tellement un gardien propre avec une expérience de fou qui sait à chaque fois mieux lire les trajectoires. Ce qui est fort chez Yann Sommer et que pour moi Donnarumma n'a pas, c'est le sens de l'anticipation de ce qui va se passer dans l'action. La manière dont il arrive à lire les trajectoires de balles et la manière dont il arrive à lire le jeu qui est devant lui, je pense qu'à ce jeu-là, il est le meilleur gardien de la saison, sans aucune contestation possible. Il n'y a personne qui sait mieux anticiper ce qui va se passer dans une action. Et c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres dans les réflexes qu'il est le meilleur de la saison. C'est parce qu'il arrive à savoir qu'est-ce qui va lui arriver. C'est comme le fameux arrêt, tu vois, qu'il arrive à faire sur, je pense que c'est sur Pedri, que tout le monde a dit c'est exceptionnel, tout le monde la voyait dedans, il arrive à la Ah, rattraper. c'est Parce Eric Garcia. Eric sur Eric Garcia. Mm. voilà, c'est Eric Garcia. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, vu le positionnement d'Eric Garcia, et ça se passe en une fraction de seconde, et ça s'appelle vraiment l'expérience de jeu, il ne peut que la remettre là. Et donc, il a la main à ce moment-là. Pas parce qu'il a un réflexe de chat à la Mike Maignan, parce que Mike Maignan, lui, est vraiment instinctivement extraordinaire. Mais parce qu'il sait ce qui va se passer. Donc, il est 2 fois plus intelligent que la personne qui est en face de lui. Ce qui n'est pas le cas de Donnarumma. Je suis très, très honnête. Donnarumma, il a des qualités hors normes physiques et c'est un gardien qui, effectivement, travaille énormément. Mais dans la manière dont il arrive à lire les trajectoires et lire le jeu, c'est très faible. C'est très, très faible. Il manque d'intelligence, vraiment. Et ça, c'est vraiment aussi pour moi, alors je vais peut-être t'étonner, mais là, l'Inter prend, tu vois, autant offensivement et défensivement, je pense que pour vraiment te schématiser, le gardien, l'Inter gagne, la défense, le Paris Saint-Germain est à égalité avec l'Inter, le milieu de terrain,
je vais donner aussi un léger avantage 55-45 au PSG. Et offensivement, le Paris Saint-Germain prend le dessus. Donc, voilà en quoi, par exemple, ce match sera extrêmement homogène et extrêmement équilibré. Mais Yann Sommer est véritablement la clé de la réussite. Si Yann Sommer fait les mêmes matchs, le Paris Saint-Germain sera certainement obligé d'aller en prolongation, voire au tir au but. Et un dernier mot avant de passer à notre dernière thématique avec des petits mouvements mercato PSG. Sur l'attaque, quand même, on n'en a pas trop parlé, Sacha, sur Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Alors, tu en as parlé Ouais, un peu, hein, Marcus Thuram qui a été très bon contre le Barça sur les peu de ballons qu'il a joué, les petites déviations, toujours très utiles dans le jeu, en point d'appui, en point de fixation, il gêne les défenses. Lautaro Martinez, bon, il était blessé à l'aller, là, il n'a pas joué les 2 derniers matchs. Déjà, est-ce qu'il sera à 100% physiquement? Et c'est vrai qu'il n'est pas sur sa meilleure saison, même en termes de stats, hein, il est à 12 buts en championnat. Bon, il est quand même à 9 en ouais. Ligue des Champions. Ça reste un attaquant, il est dans le gratin des meilleurs attaquants au monde, Lautaro Martinez. Mais quand il est à 100% de ses moyens, là déjà, est-ce qu'il sera à 100% pour la finale? Il sera à 100% parce qu'il est titulaire ce vendredi face à Côme. Ça, je peux te le dire. Donc, il va commencer. Il est prêt physiquement, il est dans le groupe, il s'est entraîné collectivement et Simone Inzaghi va le tester pendant 60 minutes. Je pense qu'il ne fera pas plus que 60 minutes et il va effectivement se servir de lui pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Après, oui, Lautaro Martinez n'est pas dans la meilleure forme possible, mais ce qui est certain, c'est que son identité, l'âme qu'il amène et toute la mentalité d'un Lautaro Martinez sera indispensable à l'Inter Milan, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, même, c'est triste à dire, hein, mais même un Lautaro Martinez à 50% de ses capacités est meilleur qu'un Mehdi Taremi ou un Marco Arnautovic à 200, tu vois. C'est la vérité. Ouais. Notre problème, non, on a un vrai souci. Mehdi Taremi qui a fait une très très belle entrée pendant les prolongations, face au Barça où il s'était battu sur des ballons à gauche à droite, c'était très courageux. Mais on n'a pas besoin d'autre chose que de ça chez Mehdi Taremi. Chez Lautaro Martinez, c'est une micro-occasion que lui-même va chercher pour offrir le penalty et plus il met le but. Il est fondamental dans des matchs clutch où il faut vraiment être important. Et surtout, le Paris Saint-Germain, parfois, a tendance à être un peu jouette. Moi, j'appelle ça jouette. C'est une expression en Belgique qui parle un peu de naïveté mélangée à l'enthousiasme. Ça veut dire qu'en gros, en défense centrale, on joue beaucoup avec son bonheur au Paris Saint-Germain. On aime bien. On est tellement facile que parfois, on se dit qu'il ne peut pas y avoir sur cette action quelqu'un qui va mettre le pied alors que je vais récupérer le ballon. Ça peut pas, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, tu Aston vois. On est Villa, trop serein de côté de William Pacho. On est trop serein d'un Aston côté Villa, comme de ça a l'autre. failli payer hein, contre Aston Villa. Ils ont joué un petit peu après leur but là-bas à Villa Park, où il y avait 2-0. Ils se sont dit, bon, allez, c'est terminé. Le match est acquis à Villa Park. Et puis au final, eh ben, Aston Villa est revenu, alors qu'il y avait 2-0 au bout de 27 minutes. Et ils ont trop joué défensivement derrière. Alors, on essaie de ressortir les ballons proprement. Ils se sont fait agresser par les hommes de Unai Emery qui ont mis un pressing énorme et ils sont finis par revenir à 3-2 et à la fin ça se joue sur rien pour que tu n'ailles pas en prolongation. Donc c'est vrai qu'il faudra faire attention Bien sûr. à ne pas avoir un excès de confiance. Mais bon, sur une finale, je pense que Non, mais c'est pas par rapport à plus ça. Peut-être que tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire, Hugo. Moi, ce que je dis, c'est que Lautaro Martinez va aller mettre un pied inattendu dans l'esprit de où va la trajectoire de balle pour un William Pacho ou pour un Marquinhos. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils ouais. vont se dire, ouais, c'est bon, la trajectoire, on gère, on est bien, etc. Parce qu'ils ont confiance et parce qu'ils savent lire les trajectoires comme ils ont l'habitude de les lire. Sauf que Lautaro Martinez, il est tellement imprévisible sur ces petites touches qui ne valent rien dans l'esprit des gens. C'est pas très technique, mais il est là, tu vois. La manière dont il arrive à positionner son pied pour aller provoquer le penalty du 2-0 sur la première mi-temps face au Barça du match retour. C'est ça dont je te parle. C'est la Mmh. manière insidieuse et un petit peu vicieuse, donc il va à un moment donné faire déjouer les défenseurs. Mais ils s'y attendront pas. Ils seront dans une gestion où tranquille, on gère comme d'habitude, machin. Lautaro Martinez, il va arriver sur une fraction de seconde, il va faire quelque chose qui va complètement déséquilibrer la défense. Et ça aussi, c'est un atout pour l'Inter. Un dernier petit mot, Sacha, sur l'Inter. Simone Inzaghi, qui a rejoint l'Inter Milan en 2021, qui a gagné la Coupe d'Italie 2022-2023, qui a perdu cette finale il y a 2 ans, qui a remporté le Scudetto l'année dernière hein, et le 20e championnat pour l'Inter, hein, ce qui fait qu'ils ont
la deuxième étoile sur le maillot désormais, qu'on annonce partant pour l'Arabie Saoudite. Toi qui es très calé sur les transferts, c'est selon la Gazzetta dello Sport, mais peut-être que tu as des informations. Alors, est-ce que c'est une politique de déstabilisation des médias italiens? Je ne sais pas, parce que Non. ça peut arriver aussi là-bas, mais qu'on annonce donc partant en Arabie Saoudite, c'est dans le club d'Al Hilal qui vient de se séparer pour remplacer Jorge Jesus, qui vient d'être récemment démis de ses fonctions. Est-ce que tu en sais Oui, plus, toi? absolument. Bah, ce que je peux te dire, c'est que l'Inter est totalement confiant à l'idée de prolonger Simone Inzaghi. Que Simone Inzaghi n'a évidemment pas décidé de prendre des décisions ou quoi. On a parlé avec ses agents et ses représentants. Il leur a clairement fait comprendre qu'ils peuvent discuter, que ses représentants peuvent continuer à discuter, mais que lui, ça ne l'intéresse pas tant qu'il n'a pas fini la saison. Donc, il y aura pas de décision rapide sur ce sujet-là. L'Inter va faire le travail, évidemment, d'un point de vue prolongation, mais ça tombe bien parce qu'ils étaient déjà en discussion. Donc je pense que ces agents vont en profiter. Je ne nie pas l'intérêt de la Lila, là, hein. Ce que je dis, c'est qu'ils vont profiter de ça pour pouvoir, à mon avis, aller rajouter un zéro de plus au chèque Ouais, ouais. sur la signature. C'est tout ce que je dis. Et je doute que Simone Inzaghi, dans son état d'esprit et sa manière de faire les choses, souhaite aller du côté d'Al Hilal. Pourquoi? Parce que c'est un vrai compétiteur. Et s'il va là-bas, il va juste prendre un chèque. Il est très jeune, il a 48 ans, on le rappelle, Simone Inzaghi. Et c'est pas du tout le type d'entraîneur qui va tout de suite aller chercher d'un point de vue pécunier quelque chose. C'est vraiment quelqu'un qui construit une histoire et qui, quelque part, à l'image de ce qu'a pu être à un moment donné un Carlo Ancelotti au Milan AC, veut que la marque de l'Inzaghi de l'Inter reste et crée l'histoire en fait. Et lui, ce qui l'intéresse bien plus, c'est ça. Et ça, les dirigeants de l'Inter sont totalement au courant de ça. Donc il y aura des discussions après la finale de la Ligue des Champions pour entrevoir la possibilité d'un accord et sur une prolongation de contrat. Et puis pour revenir sur ce que tu disais sur la Gazzetta, c'est un journal qui est réputé pro-milanais. Donc effectivement, parfois il peut y avoir des discussions liées à ça, mais c'est aussi pro-interiste, c'est-à-dire que la Gazzetta, ils sont pour le Milan et pour l'Inter. C'est vraiment là-dessus qu'ils poussent, quoi. Ah, mais Tout c'est heureux. intéressant de le dire, parce qu'il y en a qui pourraient penser c'est pas l'équipe quoi en France, voilà, qui est de la presse nationale. L'équipe, la Gazzetta dello Sport, c'est comme Marca, comme AS en Espagne, c'est vraiment ils suivent qu'un club quoi, pratiquement. Ouais, c'est ça. Ils sont beaucoup moins informés sur la Juve qu'ils ne sont informés sur le Milan et l'Inter, donc ils savent ce qui se passe, donc les infos sont correctes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils ne le feront jamais pour déstabiliser, parce qu'il y a un tel esprit de la gagne en Italie, et il y a une telle volonté, surtout de la part de la Gazzetta, de mettre en avant l'Inter ces dernières semaines, que même politiquement ou d'un point de vue médiatique, c'est pas du tout quelque chose qui peut s'apparenter à de la déstabilisation. C'est juste une info. Mais encore une fois, je le répète, l'Inter, renseignement pris, veut garder Simone Inzaghi et est même confiant à l'idée que Inzaghi refusera à la fin de la saison la proposition d'Al Hilal. Ah, mais c'était important que tu fasses une petite réflexion, que tu nous éclaires dessus, parce que c'est vrai qu'en France, les gens ne savaient pas forcément peut-être que la Gazzetta dello Sport était pro-interiste, et cetera. Donc, c'est bien que Ah, que c'est tu nous important, aiguilles c'est vrai dessus. que les gens doivent le savoir, Hugo, hein. C'est important parce que c'est pas du tout la même manière d'appréhender l'information journalistique sportive en Italie. Donc le Corriere, c'est la Roma, Tutto Sport, c'est la Juve, la Gazzetta, c'est les deux clubs du Milan. C'est très important parce que je dirais même d'un point de vue de construction de l'information, tu ne vas pas réfléchir de la même manière selon que ça sorte à gauche ou que ça sorte à droite. En général, les médias les mieux informés sur ça, c'est la Sky. Donc, je ne vais pas faire prêcher pour ma paroisse, mais Sky Sport Italie est vraiment très bien informé. Et je pense que en général, Di Marzio est la personne la plus proche des directeurs sportifs et de la situation. Donc, pour moi, aujourd'hui, en Italie, le journaliste le mieux informé, c'est Gianluca Di Marzio. Et dans le monde, en général, c'est David Ornstein. Voilà, comme ça, je te dis tout. Ah, mais les gens, je pense en plus qui aiment cette période des mercatos pour suivre un peu les transferts quand ça bouge un peu. Je pense connaissent les gens que tu cites parce que c'est vrai qu'ils sont toujours très très bien informés. Mais il faut aussi te suivre, hein. J'indique pour ceux qui nous suivent. Bon, ça se trouve ils sont déjà tous abonnés à toi, mais allez suivre Sacha sur X et sur ses réseaux sociaux si vous voulez avoir des infos mercato sur un peu tous les clubs, hein. Franchement, Sacha, t'es un peu partout à la fois.
Alors évidemment il y a des clubs que tu suis un peu plus ou que tu connais un peu plus, mais par exemple le Paris Saint-Germain dont on va parler maintenant pour conclure ce podcast, Ouais. pas mal d'infos dessus. Alors on est fin mai, je le disais. Paris qui pour l'année prochaine, alors évidemment là pour l'instant est concentré sur, il y a la finale de Coupe de France aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais il y a la finale de Coupe de France contre Reims samedi soir au Stade de France, même si elle passe un peu inaperçue, vu que Reims se bataille pour rester en Ligue 1 avec son match de barrage contre Metz. Il y a eu un partout hier, il y aura la manche retour la semaine prochaine. Donc Reims va clairement pas la jouer, mais pour Paris, ce sera l'occasion de préparer sa finale comme il le faut. Et donc tout bougera après la finale de Ligue des Champions, même s'il y a aussi la fameuse Coupe du Monde des clubs dans son nouveau format. Est-ce qu'il y a déjà quelques pistes, quelques mouvements? En l'occurrence, il est allé en Belgique pour analyser la performance de Joël Ordonez lors du match, c'était fin avril, entre l'Union Saint-Gilloise et le club de Bruges. Il a été assez intéressé de ce qu'il a vu, avec un objectif, c'était évidemment de proposer le profil du joueur en disant, voilà, moi jusqu'à la fin de mon contrat, je suis avec le Paris Saint-Germain quoi qu'il arrive, donc je suis à même de proposer des joueurs et d'aller sur des dossiers, ce qui est le cas avec Joël Ordonez, qu'il apprécie énormément. Il était également allé du côté de l'Antwerp enfin c'était Antwerp Genk, donc KRC Genk Antwerp, pour voir le petit Kostas Karetsas. Voilà, il a fait un peu de scouting. Et Joël Ordonez, ce qui est intéressant, c'est qu'il est équatorien et que donc ça pourrait faire une paire magnifique avec William Pacho. Donc le Oui, Paris parce Saint-Germain que est pour intéressé. ceux qui le connaissent pas, et c'est un défenseur central, donc il joue au club Bruges, équatorien de 21 ans. Voilà, c'est ça. Il pourrait refaire, en fait, reformer la paire qui est la leur actuellement du côté du PSG. Et puis évidemment, profiter aussi des départs, parce que si on a parlé longtemps dans la presse française du départ possible de Kimpembe cet été, on peut ajouter aussi celle de Marquinhos, qui a fêté son 10e titre personnel en tant que champion de France cette saison avec le PSG, et qui est aussi un joueur très courtisé par l'Arabie Saoudite. Il se dit effectivement que contre une somme avoisinant les 40 millions d'euros, le Paris Saint-Germain ne serait pas contre. Voilà, effectivement. Moi, du côté du PSG, évidemment, on n'a pas trop apprécié que j'ai sorti l'info parce que le timing n'était pas bon. Je crois que c'était à un jour de la demi-finale retour face à Arsenal. Donc, ils n'étaient pas contents que je l'ai sorti. Mais la vérité, c'est que la première fois qu'on a parlé d'Arabie Saoudite et de Marquinhos, c'était via le club d'Al Ittihad. Et c'est moi qui l'ai sorti. Donc je sais très bien Club ce que qui a l'Arabie été sacré Saoudite. champion, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été sacré champion de Saudi Pro League avec Laurent Blanc en entraîneur, le club de Karim Benzema, N'Golo Kanté, etc. Exactement. Mais ils vont appuyer, hein, ils vont appuyer. L'Arabie Saoudite va appuyer sur des joueurs majeurs du football européen. Et Marquinhos fait partie de cette liste auprès du ministère des Sports. Donc, dans quel club finira-t-il en Arabie Saoudite? S'il finit en Arabie Saoudite, bien évidemment. Ça, je ne le sais pas. Mais il y a un intérêt assez clair. Donc, ça va bouger dans le secteur défensif. Ils ont toujours l'œil sur Zabarni, parce qu'il n'est pas exclu que Safonov parte. Tu vois, ça peut encore bouger à ce niveau-là. Donc, il y a Zabarni, ça reste vraiment un joueur suivi par le PSG. Donc, pour moi, c'est les deux joueurs vraiment où le PSG les a mis en top liste en défense centrale. L'un est gaucher, l'autre est droitier. Donc, ça va, ça peut être complémentaire. Et puis, le milieu de terrain, je pense qu'il On n'y touche précise Zabarni qui joue à Bornous, un défenseur central de Bornous, l'Ukrainien, qui formait la paire avec Huysen cette saison. Huysen qui a déjà signé pour le Real Madrid, l'Espagnol de 21 ans, la saison prochaine. Donc Bornous, ils se font un petit peu dépouiller pour cette saison, pour la saison prochaine. Ouais, mais c'est dire aussi le travail exceptionnel qui est réalisé par Andoni Iraola, hein, qui est un entraîneur absolument fantastique, qui va certainement aussi perdre un troisième défenseur, qui est Milos Kerkez. Mais ça, j'en parlerai lundi sur Sky Sport dans mes infos transferts de la semaine. Parce que non seulement il y a Liverpool, évidemment, mais il y a aussi Manchester City qui compte récupérer, en tout cas qui travaille notamment avec son agent Fali Ramadani pour essayer de le convaincre de choisir plutôt Manchester City que Liverpool. Enfin, il y a une grosse bataille sur Milos Kerkez, effectivement, et ça se jouera entre les deux Anglais, comme ça a pu se jouer, ou ça se joue encore d'ailleurs sur Florian Wirtz. Je pense que Liverpool et Manchester City cet été, pardon, ça va être les deux grosses batailles. Mais voilà, pour le revenir sur le Paris Saint-Germain, sur le point de vue offensif, le Paris Saint-Germain va en priorité chercher à liquider. Donc on va vendre. Très Mm. simplement, on va vendre Randal Kolo Muani, on va vendre des joueurs qui vont libérer de la masse. Et derrière, effectivement, ils pourraient aller sur des prospects, des joueurs de talent. Mais je pense que la volonté qui est celle de Luis Enrique, c'est pas d'avoir un numéro 9 de pointe type Osimhen, type Keane, etc. Je
parce que ce qu'il veut, c'est un joueur extrêmement mobile que lui pourra façonner et faire entrer dans un rôle de faux neuf éventuellement, comme aujourd'hui l'a très bien compris Gonzalo Ramos et excelle dans ce profil-là. Il aura plus besoin d'un joueur mobile qu'un joueur qui sera vraiment un attaquant de déviation. Donc les différentes rumeurs que j'ai vues sur un numéro 9 de pointe qui ne bouge pas, moi je la mettrais plutôt de côté. Mais voilà, le secteur sur lequel le PSG va bosser avec priorité, c'est le secteur du latéral gauche et le secteur des défenseurs centraux, parce que pour moi, ils vont sûrement en prendre deux. Donc il y aura Latéral deux droit, ouais, défenseurs aussi. centraux. Voilà. Latéral droit, peut-être on parlait d'un défenseur qui peut être complémentaire, qui peut jouer latéral droit et dans l'axe, qui est polyvalent, parce qu'il faut dépanner, parce qu'Achraf Hakimi était le seul arrière droit cette saison. Il y a João Neves et Zaïre Emery qui ont dépanné à droite. Yoram Zagué n'est pas dans les plans de Luis Enrique, donc Paris va recruter aussi à droite. Ouais, en tout cas, la défense, c'est vraiment le secteur sur lequel ils sont en train de travailler sur le marché et ils étudient beaucoup de pistes et de postes totalement différents. Voilà, maintenant, comme je dis, Luis Enrique est vraiment le patron et va donner les impulsions. Donc Antero Henrique, aujourd'hui, il a vraiment un rôle important, de plus en plus important au PSG, parce qu'il se rapproche quelque part de ce qu'attend aujourd'hui le Qatar du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un club qui s'autogère, avec un entraîneur qui décide un peu de tout, avec dans un rôle de manager à l'anglaise. Merci Voilà. beaucoup, Sacha Tavoliri, d'avoir été avec moi pour ce petit PU Décrypte sur la saison de l'Inter Milan. Et puis voilà, on a même parlé un peu du mercato PSG. Donc, comme ça, les suiveurs du PSG en auront eu pour leur argent. On était très content de t'avoir avec nous de nouveau, Sacha. Et puis donc, Merci beaucoup. demain, commentaire de Naples, peut-être, qui peut être champion contre Cagliari. Napoli-Cagliari en direct sur Sky Sport Suisse dès 20h30. Et puis ensuite, s'il y a célébration, bien évidemment. Et puis on fera, comme je l'ai fait avec le Paris Saint-Germain la semaine dernière, un petit commentaire sur l'histoire, évidemment, de ce qui a mené le Napoli à aller chercher ce leadership face donc à l'Inter Milan, qui sera l'adversaire le plus coriace du Paris Saint-Germain cette saison, j'en suis sûr. Et on verra si toutes tes prédictions pour cette preview un peu sur la finale s'avéreront correctes. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Tu es un ami de la famille PU et on te retrouvera avec plaisir sur nos antennes, Sacha. Merci beaucoup, Sacha, de nous avoir suivis. Et puis à bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne YouTube de Paris United. Salut à tous. À très vite, salut, ciao, ciao.